Eh ben, merci à tous d'être venus malgré l'heure et peut-être l'envie de passer à la deuxième partie, ou à la soirée en tout cas. Je m'appelle Mélanie Cordero, je suis consultante chez Zenica. Ce que je fais dans mes missions, j'essaie d'accompagner mes clients, les équipes, pour redonner du sens un peu au quotidien dans leurs activités, leur redonner du pouvoir aussi sur ce qu'ils font au quotidien pour améliorer l'efficience globale des équipes et puis bien sûr derrière améliorer l'impact des produits et services sur lesquels ils travaillent. Alors pourquoi cette conférence Manifeste pour une société agile? Moi ça fait quelques années que je me pose un peu des questions sur l'écologie, la société, il y a plein de crises, plein de choses qui se passent dans le monde. Et en fin d'année dernière, je me sentais un petit peu... Je me disais, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut que j'arrête d'y réfléchir, de lire plein de choses, c'est bien, mais il faut que je fasse quelque chose. Et je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, ce qui fait du bien, parfois, c'est soit de parler, soit d'entendre quelqu'un qui parle de choses qui résonnent. Donc je me suis dit, voilà, la première chose que je vais faire, c'est d'en parler. Donc j'ai créé cette conférence et je remercie énormément les organisateurs du DevLille d'avoir accepté que je puisse parler ce soir, d'avoir vous tous qui êtes venus, et puis évidemment que cet événement puisse se passer grâce aux sponsors. Voilà, je suis très contente d'être là avec vous. Alors, du coup, cette société dans laquelle on vit aujourd'hui, effectivement, il y a pas mal de crises. Des crises climatiques, des crises sociales, des crises politiques, des guerres. Voilà, il faut un peu pas trop regarder les médias parce que sinon on devient vite déprimé et éco-anxieux. Et je pense qu'en fait, moi je suis plutôt une optimiste de nature. Donc en fait, quand je vois tout ça, je réussis à voir du positif là-dedans. Et le positif que je vois, c'est qu'il y a tellement de crises différentes sur plein de sujets différents que finalement, on est hyper nombreux à être sensibles au moins à une partie de ces problèmes-là. Et comme on y est sensible, on a envie de travailler dessus, on a envie d'avancer. Et donc, plus on est nombreux, plus on a des chances de réussir à faire quelque chose. Et donc, c'est une super opportunité, finalement, de créer une société différente. Parce qu'en plus, ces problèmes, ils sont tous imbriqués. C'est en fait un gros problème systémique. On ne peut pas résoudre une crise d'un côté sans avoir de l'impact sur les autres. Donc en fait, on se retrouve dans une situation où on est obligé, tous ensemble, de construire une nouvelle société. Et ça, moi, je trouve que ça fait rêver. C'est beaucoup mieux que de parler de crise. Et j'ai vraiment envie d'y aller. Il reste juste un petit problème, c'est que le défi, il est quand même immense et un tout petit peu complexe. Donc ça a plutôt tendance, globalement, à nous bloquer dans l'inaction. Sauf qu'en fait, quand on parle de défis complexes et qu'on travaille dans le développement logiciel, normalement, ça nous parle un petit peu. Moi, en tout cas, quand je donne des formations sur l'agilité ou le product management, la première chose que je fais, premier jour de la formation, c'est de parler de complexité pour expliquer pourquoi on a inventé ces approches agiles et produits. Et donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de reprendre le manifeste, de revenir un petit peu aux valeurs, aux fondements de l'agilité, et de se demander est-ce que ces valeurs peuvent nous apprendre, pas que pour notre quotidien de développeur ou de Scrum Master ou de PO, mais aussi dans notre quotidien personnel, en association, en société, en tant que citoyen. Alors, on va commencer par se rappeler un petit peu le manifeste agile. Donc en 2001, on a des gens qui se sont regroupés et qui ont écrit ce manifeste où ils nous ont amenés à valoriser les individus et leurs interactions, plus que des processus et des outils, des logiciels opérationnels, plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients, plus que la négociation contractuelle, l'adaptation au changement, plus que le suivi d'un plan. Donc, ils nous ont écrit déjà à cette époque-là que les deuxièmes éléments avaient de la valeur, mais que c'était vraiment les premiers qu'il fallait privilégier. Et donc, je vous propose qu'on parte sur ces 4 éléments et qu'on les questionne un petit peu, qu'on essaie de les remettre en perspective. On démarre avec les individus et leurs interactions. Alors, cette valeur-là de l'agilité, en général, on l'utilise dans nos équipes, en tout cas comme on la comprend dans nos équipes, c'est vraiment dans l'équipe de travail,
on va essayer de faire attention à la singularité de chacun, essayer de créer des collectifs, de vraiment travailler ensemble. On va aussi soigner les interactions pour que ce soit fluide, que ce soit aussi agréable de venir travailler. Et donc on va vraiment avoir une attention sur l'humain dans notre équipe. Alors ça peut être parfois une équipe Scrum, une équipe Safe, une équipe produit, peu importe, mais on reste quand même dans cette équipe assez resserrée. Moi, je pense qu'on doit aller beaucoup plus loin que ça. En fait, nos produits, quel que soit le logiciel sur lequel vous travaillez aujourd'hui, votre logiciel n'existerait pas sans tout un écosystème autour, avec notamment un enjeu fort sur les appareils qu'on utilise, donc les appareils évidemment des développeurs, les appareils dans les data centers, tous les serveurs, mais aussi les appareils de vos usagers pour que votre produit puisse être réellement utilisé. Et donc je pense qu'on doit vraiment questionner la totalité de cet écosystème et réfléchir aux personnes qui font partie de cet écosystème. Alors, en premier, je vous propose de vous intéresser aux personnes qui travaillent dans les mines d'extraction de métaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, de toute façon, ce n'est pas mon expertise des conditions dans les mines d'extraction de métaux, mais enfin, entre les mines de charbon dans le Nord il y a quelques années et les mines d'extraction de métaux à l'autre bout du monde aujourd'hui, les conditions ne se sont pas grandement améliorées, ça ne fait pas rêver. La deuxième population à prendre en compte, c'est des personnes qui fabriquent les appareils électroniques. Une fois qu'on a extrait tous ces métaux, il faut aller dans des usines pour assembler tout ça. Et donc là, c'est pareil. Les conditions dans ces usines-là, c'est pas terrible. Pour l'anecdote, il y a quelques années, une entreprise dont je ne me souviens plus du nom a vécu plusieurs suicides de salariés dans l'usine de fabrication. Et donc, c'est un enjeu important. Donc là, évidemment, les dirigeants ont réagi. Et leur réaction, ça a été de demander à tous les salariés de signer une clause dans leur contrat, comme quoi ils ne se suicideraient pas sur le lieu de travail et pendant les horaires de travail. Voilà. Donc là, on voit le niveau un peu de prise en compte des risques psychosociaux. Et voilà, je pense que ça ne donne pas très envie d'aller travailler là-bas. Et puis, enfin, on a les data workers. Donc ça va être plein de personnes, soit qui vont entraîner les IA, soit qui vont faire de la modération de contenu, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc toutes ces personnes, bon, elles peuvent être réparties un peu partout dans le monde. Elles travaillent, elles donnent des informations en fait aux machines en triant un petit peu. Elles font du tri sur du contenu, soit donc pour les réseaux sociaux pour savoir ce qui peut être affiché ou pas, soit pour l'IA, pour donner des réponses à l'IA et que l'IA s'habitue et sache au bout d'un moment reconnaître un chat parce qu'on lui a dit 100 fois ce qui était un chat et ce qui n'était pas un chat. Et donc l'histoire du chat, c'est généralement ce qui est utilisé pour les formations des personnes qui arrivent, les nouveaux data workers. On les fait travailler sur des chats, ils doivent dire ça c'est un chat, ça c'est pas un chat, ça se passe très bien. Et puis ensuite, ils commencent à travailler pour de vrai. Et là, soudainement, les images, les vidéos, les textes qu'ils doivent regarder, finalement, c'est plus de la torture, des meurtres, de la pornographie, de la pédopornographie, enfin voilà, des choses, encore une fois, qu'on a vraiment envie de regarder et dont on a très envie d'entendre parler. Et évidemment, donc, ils voient ces contenus à longueur de journée et ils n'ont absolument aucun soutien psychologique pour résister à tout ce qu'ils vivent au quotidien. Toutes ces personnes-là, elles travaillent pour notre écosystème. Et en fait, aujourd'hui, aucun des logiciels sur lesquels on travaille tous ne pourrait fonctionner si ces gens-là ne travaillaient pas pour nous. Donc je pense que c'est vraiment important qu'on les prenne en compte. Et puis il y a aussi des gens qui ne travaillent pas dans notre écosystème, mais qui sont quand même impactés directement. On va avoir, par exemple, des conflits qui sont liés à l'exploitation des métaux. Alors je pense par exemple à un conflit qui a lieu en ce moment en République démocratique du Congo. Alors c'est un conflit qui est ancien, qui dure depuis très longtemps. Je ne saurais pas vous expliquer exactement quelles sont les raisons de ce conflit. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans ces zones de conflit, il y a des terres qui sont riches en minerais. Et donc quand une milice réussit à prendre le contrôle d'une terre riche en minerais, elle exploite ces minerais pour financer sa guerre. Donc, même si ce n'est pas forcément la source initiale du conflit,
C'est ce qui permet de continuer d'alimenter le conflit aujourd'hui d'année en année grâce à l'exploitation de ces minerais qui sont encore une fois utilisés pour nos appareils électroniques. Et puis, une autre population dont je veux vous parler, c'est ceux qui subissent les effets de la pollution qui est générée par toute cette industrie, que ce soit au moment de l'extraction des métaux, tout le long du cycle de vie et jusqu'à la gestion des déchets électroniques. Il y a des rapports de l'ONU qui expliquent très bien les effets sur la santé, notamment des enfants, dans certaines zones du monde. Et donc, si vous avez fait un petit peu attention à toutes les personnes que je vous ai citées, pas à 100%, mais une grande majorité d'entre eux, quand même, ils sont situés dans le sud global. Et donc, en fait, on est dans une situation où, pour notre confort, parce que quand même, l'industrie du numérique, c'est quand même beaucoup de confort, pas que, mais beaucoup, on accepte toutes ces conditions absolument inacceptables dans le sud global. C'est ce qu'on appelle de la néocolonisation. Donc, les individus et leurs interactions, oui, bien sûr, mais il s'agirait de s'ouvrir un peu et de penser à tous les individus qui sont impactés par ce qu'on fait. Donc je vous propose qu'on reformule un petit peu cette valeur du manifeste en essayant plutôt de considérer chaque femme et chaque homme. Alors comment on fait? C'est un gros chantier. D'abord, je vous propose de vous informer sur le numérique responsable, sur la RSE et sur la CSRD, qui est la réglementation européenne correspondante à la RSE. Il y a plein de communautés qui existent, sûrement déjà dans vos entreprises, mais même intra-entreprises à l'extérieur. Et puis, s'il n'y en a pas, créez la communauté, discutez de ces sujets, formez-vous. Ces communautés-là, elles ont vraiment un poids dans les entreprises. Il n'y a pas que les dirigeants qui décident. Quand il y a une communauté qui est active, elle a vraiment aussi du pouvoir pour influencer les décisions. Donc vraiment, allez-y, impliquez-vous dans ces communautés. Et puis la deuxième chose qui est importante, je pense que c'est de créer aussi du lien localement. Parce qu'on ne peut pas d'un seul coup être rempli d'humanité pour les gens à l'autre bout du monde et puis ignorer royalement son voisin tous les matins, ne pas savoir ce qu'il vit et ne pas être là pour lui. Donc je pense que si on veut remettre de l'humain, de la relation, il faut absolument aussi qu'on s'intègre localement, qu'on revoie nos territoires, qu'on s'intègre sur nos territoires, qu'on fasse partie d'associations, etc., qu'on parle avec nos voisins. Voilà, il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse. D'un seul coup, je regarde ce qui se passe à l'autre bout du monde et je ne regarde plus ce qui se passe chez moi. Et puis, troisième point, je pense que vous l'aurez un petit peu compris, il faut garder absolument le plus longtemps possible vos appareils électroniques. Une petite astuce pour ça, la petite astuce du jour, que vous pouvez faire, le premier pas, vous pouvez le faire ce soir, bon, il y a la soirée, donc peut-être demain, cherchez un Repair Café près de chez vous. Alors, je n'ai pas vérifié s'il y en avait à Lille, mais je suis sûre qu'il y en a plein à Lille. L'idée du Repair Café, c'est que c'est un lieu associatif où vous allez pouvoir faire réparer tous vos objets électroniques qui sont dits économiquement irréparables. Ça veut dire que si vous les emmenez chez un professionnel, ça vous coûtera plus cher de les réparer que d'en acheter un neuf. Par contre, vous pouvez aller dans ce lieu associatif et là, vous allez avoir des bénévoles qui s'y connaissent un petit peu en électronique, qui vont regarder, qui vont bidouiller, qui vont vous réparer votre appareil. En plus, économiquement, évidemment, ça coûte rien du tout et vous payez que si le bénévole a réussi à réparer votre appareil. Ça va justement recréer du lien. Vous allez pouvoir voir des gens de votre quartier, peut-être que vous croisiez sans les voir. Et là, d'un seul coup, vous allez pouvoir échanger avec eux, voir qu'en fait, ils ont ce talent-là, qui est peut-être dévalorisé par ailleurs. Et puis surtout, à la fois, vous allez vous intégrer localement et vous allez avoir un impact sur les personnes à l'autre bout du monde qui n'auront pas à créer votre prochain appareil électronique puisque vous aurez réparé celui que vous aviez déjà. Je vous propose maintenant qu'on passe à la deuxième valeur, les logiciels opérationnels. Alors, le logiciel opérationnel, je pense que c'est la valeur qui me paraît la plus presque obsolète. C'est bien les logiciels opérationnels. En 2001, c'était peut-être une révolution de dire ça. C'est vrai qu'il ne faut plus sortir sur un critère de dire j'ai développé la feature qu'on m'a demandé de développer, c'est bon, je ne regarde pas plus loin. Je pense que quand même, dans la plupart des équipes aujourd'hui, on est quand même au-delà de ça.
On regarde quand même ce qui se passe en prod, on vérifie que l'application fonctionne, apparemment pas tout le monde, donc je vais peut-être trop vite. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on aille plus loin, notamment, on le voit beaucoup avec les notions de product management, les rôles de product owner ou product manager. On va plutôt aller chercher à obtenir un logiciel qui soit utilisable, mais qui soit aussi utilisé et utile. Mais même là, je pense qu'on ne va pas encore assez loin. Utile, c'est bien, mais à qui? Utile à qui? Et est-ce que ce n'est pas utile à quelqu'un au détriment de quelqu'un d'autre ou de quelque chose d'autre? Donc là, on va vraiment devoir se poser des questions sur les conséquences de l'utilisation de notre produit. Et ça nous fait un peu sortir de nos habitudes, parce qu'on est quand même plutôt formé pour se concentrer sur notre produit, sur un persona, sur une situation très spécifique. Et là, moi, je vous dis, en fait, il ne faut plus regarder cette situation, il faut regarder tout autour. Donc, c'est un petit peu nouveau. On va regarder 3 éléments importants. Le premier, c'est l'impact qu'on va avoir sur l'utilisateur. Est-ce que mon produit est utile à l'utilisateur? C'est souvent une question qu'on se pose, mais est-ce qu'il n'est pas aussi négatif pour mon utilisateur, peut-être dans un contexte particulier? On va se poser la question de l'énergie, par exemple, que mon utilisateur doit dépenser pour obtenir un bénéfice. On va se poser la question, est-ce que mon produit ne génère pas une addiction pour mon utilisateur? Est-ce qu'il ne génère pas de l'isolement? Peut-être même du harcèlement. Et puis, il y a toute la question des données personnelles. Peut-être que mon produit est très utile à un utilisateur à un instant T. Si par contre, je revends ces données derrière, certes, il aura tiré un bénéfice, mais son expérience globale n'aura peut-être pas été si bénéfique que ça. Le deuxième élément à interroger, c'est l'impact sur l'économie. Alors, l'économie, c'est la gestion des ressources pour répondre aux besoins de la société. Donc, la question à se poser, c'est est-ce que mon produit, mon logiciel, il cherche à répondre aux besoins de la société, ou est-ce qu'il est plutôt en train d'essayer de répondre à un besoin d'un actionnaire qui est généralement de remplir ses poches? Et puis enfin, le troisième point, c'est l'environnement. Est-ce qu'on est en train de servir peut-être un utilisateur au détriment de l'environnement? Là, je pense que dans ces 2 jours, il y a plein de speakers et de personnes présentes qui sont plus experts que moi, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des questions à se poser sur la consommation d'énergie des serveurs, des terminaux utilisateurs, les consommations de données sur le réseau, sur l'obsolescence programmée, notamment sur est-ce qu'on favorise en fait par notre produit l'utilisateur à changer de matériel, ou est-ce qu'au contraire on garde une compatibilité assez forte pour que les appareils puissent durer le plus longtemps possible. Donc les logiciels opérationnels, c'est bien, hein, c'est très bien, mais ce n'est pas du tout suffisant. Je pense qu'il faut aller vraiment beaucoup plus loin, et on va plutôt chercher à préserver le bien commun. Comment on fait pour préserver le bien commun? On va essayer de questionner l'usage du produit à plusieurs échelles. Pour ça, il y a plein d'outils qui existent. Le premier, je vous l'ai un petit peu présenté dans la slide précédente, c'est un livre qui s'appelle Responsable, qui est édité par TIGA et que vous pouvez télécharger gratuitement, qui a été écrit par Fabrice Desmazeries à l'époque où il était chez TIGA, et qui va vous proposer une roue en fait avec plein d'axes pour interroger ces différents critères, l'impact sur l'utilisateur, sur l'économie et sur l'environnement, et puis qui va vous permettre de faire un petit peu un petit diagnostic, où on en est aujourd'hui et est-ce qu'il y a des axes sur lesquels on pourrait progresser. Le deuxième outil que je vous propose, c'est l'étude des externalités. Donc l'étude des externalités, c'est vraiment aller voir au-delà de mon produit, qu'est-ce qui se passe, quelle est la conséquence une fois que mes utilisateurs utilisent mon produit, qu'est-ce qui peut se passer ailleurs. Un exemple classique qui n'est pas du tout dans le cadre du développement logiciel, c'est les externalités de la voiture. On ne va pas regarder seulement la pollution, la consommation, on va vraiment regarder l'impact sur le système de santé dû à la pollution et à l'accidentologie. Donc on va aller quand même assez loin dans l'étude de l'impact. Et le troisième outil que je vous propose, c'est l'outil des 7 générations. C'est un outil qui permet de se dire, OK, on va livrer ce nouveau produit,
les utilisateurs, a priori, les premiers, ils ont compris ce qu'on voulait leur proposer et ils vont être capables de l'utiliser à peu près comme on l'espère. Par contre, de génération en génération, le produit pourrait être complètement détourné. Et du coup, on va essayer d'imaginer des scénarios où le produit est complètement détourné pour pouvoir mettre en place des garde-fous. Donc là, vous avez le cas de Vinted, par exemple, qui à l'origine veut réduire le gaspillage dans le textile, en disant on a plein de vêtements dans nos armoires, autant les faire tourner plutôt que d'acheter du neuf. Et puis, quelques générations plus tard, on a finalement des personnes qui utilisent Vinted même inconsciemment comme un argument psychologique pour se dire « Ah je peux faire un achat compulsif, de toute façon, au pire, je le revendrai sur Vinted ». Et donc, on a complètement changé l'objectif initial, puisque au départ, on voulait limiter le gaspillage dans le textile, et puis finalement, on se retrouve à favoriser les achats compulsifs, ce qui n'était pas du tout l'idée, je pense, des fondateurs de Vinted. Donc, ces 3 outils, ces 3 idées, mais que je vous invite à explorer, l'idée, c'est de faire ces exercices avec une équipe la plus diversifiée possible pour avoir vraiment des idées complètement différentes, aller dans tous les sens et puis vous interroger après sur OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour que le pire n'arrive pas ou qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer petit à petit. La deuxième chose qu'on peut faire, c'est de chercher des alternatives aux applis qui nous sont réellement utiles et puis abandonner les autres. Si par exemple, moi je me suis interrogée sur mon usage des réseaux sociaux et puis en fait je n'ai pas cherché d'alternatives, j'ai juste décidé de les abandonner, sauf WhatsApp, que j'utilise beaucoup avec la famille, mais je suis en train de tester des nouvelles choses. Voilà. Et enfin, je vous invite à diffuser vos pratiques. Les petites choses que vous faites déjà, je suis sûre que vous en faites déjà, vous pouvez juste en parler, témoigner, sans forcer les autres à faire comme vous, sans non plus les juger s'ils ne font pas comme vous. Vraiment juste en étant là pour témoigner, pour montrer qu'il y a des alternatives. Je pense que ça a plus de chances de fonctionner que quand on est trop frontal, où en fait on a des réactions tout aussi frontales en face. Et puis du coup, l'astuce du jour, cette fois, pour préserver le bien commun, c'est de vous inspirer du travail des designers éthiques. C'est une association super de designers qui travaillent sur tous ces sujets. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'ils font. Il y a à la fois des travaux de recherche et des outils pratiques à mettre en place sur vos projets. Donc vraiment, allez-y, allez voir ce qu'ils font. On arrive à la 3e valeur du manifeste, la collaboration avec le client. Alors, collaborer avec le client, c'est top. Moi, je suis pour. On va être dans une logique, on va se dire, plutôt que d'être sur un contrat où on est un peu en opposition l'un avec l'autre, on va plutôt travailler ensemble. Comme ça, moi, je vais réussir à apporter des bénéfices à mon client, et puis lui, en retour, il m'apportera des revenus. C'est du gagnant-gagnant, ça marche bien. Je pense que cette logique de collaboration, il faut l'étendre beaucoup plus largement, avec toutes nos parties prenantes, nos fournisseurs, les employés, les gens avec qui vous travaillez au quotidien, vos utilisateurs, et aussi la partie prenante absolument essentielle, la nature. Et puisqu'on parle de la nature, je pense qu'il faut aussi essayer de sortir d'une logique un peu comptable de gagnant-gagnant. Ah si je fais ça, je vais avoir ça en retour, donc je vais le faire. Mais plutôt être dans une logique de coopération, c'est-à-dire qu'on va essayer de s'associer pour travailler dans un but commun, dans le respect de l'autre. Et respecter la nature, ça veut dire respecter son rythme, respecter ses capacités, et donc arrêter l'exploitation sans limite. Si c'est un partenaire, on ne peut plus se comporter comme on le fait aujourd'hui. Encore une fois, la collaboration avec le client, c'est top, mais moi je vous propose d'aller encore plus loin et de coopérer avec votre environnement. Et donc l'environnement au sens large, la nature, les humains, le vivant, tout. Comment on fait ça ? D'abord, je vous propose encore une fois de revenir au numérique responsable, qui va à la fois nous apporter des éléments sur le côté frugal, donc pour l'environnement dans le sens nature, et sur le côté accessible. On va s'intéresser à nos utilisateurs et dire en fait tout utilisateur, tout bénéficiaire légitime de notre service doit pouvoir y accéder. Et donc on va aussi s'intéresser aux personnes. Ensuite, je pense que c'est aussi important, et c'est difficile de dire ça d'Evlil, mais de sortir du tout numérique et de proposer vraiment des solutions low-tech. Pour ça, je vais vous partager une petite expérience. Il y a quelques années, je travaillais chez un client
où on fournissait un espace client en B2B. Et puis, il y a un nouveau besoin qui arrivait. Nos clients, donc en B2B, devaient eux-mêmes fournir de la donnée à leurs clients. Donc, c'était du B2B2C. Et il y avait une nouvelle réglementation, il fallait absolument qu'ils leur fournissent de la donnée. Donc, nous, on s'est dit, on fait de l'espace client B2B, nickel, on va refaire un espace client pour le B2B2C, ça va très bien marcher. On a créé un super espace client avec tout ce qu'il fallait, on avait l'habitude, hein, donc toutes les notifications, le paramétrage, la visualisation de données, c'était au top. Puis on l'a livré en prod, puis on s'est dit, c'est bizarre, il n'y a personne qui s'inscrit. Donc on a un peu challengé, on est retourné voir nos clients, on leur a dit, mais enfin, pourquoi personne s'inscrit? Et en fait, ils nous ont annoncé que eux, ils n'avaient pas communiqué sur ce nouvel espace client, parce qu'ils en avaient à peu près rien à faire. En fait, ils avaient une nouvelle réglementation qui leur imposait de donner une information une fois par mois à leurs clients. Donc en fait, on aurait pu envoyer un mail. Voilà, donc 3 mois de dev, autant de frustration pour les devs que pour le copil, pour tout le monde. On a fait tout ça pour rien, parce que comme on connaît la tech et qu'on connaissait les espaces clients, on a fait ce qu'on savait faire. Et je pense que parfois, c'est hyper important de prendre un pas de recul et de se dire, ok, est-ce que ce que je sais faire et ce sur quoi je suis à l'aise, c'est vraiment la meilleure solution aujourd'hui sur ce contexte-là? Et puis enfin, pour coopérer avec son environnement, je pense qu'il faut aussi repenser complètement nos modèles économiques. Il y a plein d'alternatives qui existent. Je pense par exemple à Patagonia qui a changé son modèle économique et qui a fait une organisation telle que tous leurs bénéfices sont forcément reversés à des projets écologiques. Donc leur nouveau slogan sur ce sujet, c'est la Terre est notre unique actionnaire. On a Team for the Planet qui a complètement inventé un nouveau modèle économique qui n'existait pas, et je pense qu'ils ont été pris pour des fous par pas mal de monde avant que ça marche. Et puis on a aussi toutes les associations, toutes les coopératives, tous les gens qui lancent des activités, mais sans le modèle lucratif, en limitant la lucrativité ou carrément en étant à but non lucratif. Ça, moi, je trouve ça hyper inspirant et je trouve que c'est intéressant de s'en inspirer et aussi de soutenir ces modèles-là. Donc, regardez, par exemple, dans les produits que vous achetez, que vous consommez, que ce soit sur le pro ou sur le perso, est-ce que vous pouvez soutenir ces alternatives? Et enfin, l'astuce du jour, c'est peut-être pour ce week-end, sortez en forêt, observez la nature, écoutez les oiseaux, en ce moment il y a plein d'oiseaux, discutez avec vos voisins. Je pense qu'avant de coopérer avec son environnement, il faut d'abord s'y reconnecter. Donc vraiment, faites-la cette sortie en forêt, vous allez voir, ça va être super. Et puis après, vous aurez envie de coopérer avec votre environnement. On arrive à la quatrième valeur du manifeste, l'adaptation au changement. Alors l'adaptation au changement, c'est hyper important dans l'agilité parce qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup et on a des technologies qui évoluent très très vite, il faut s'adapter en permanence, et en même temps un marché qui évolue très vite, des utilisateurs qui changent, leurs besoins changent, leurs envies changent, il peut y avoir un nouveau produit qui arrive sur le marché alors qu'on est en plein développement, donc il faut en permanence être capable de s'adapter. Par contre, aujourd'hui on parle de crise, d'incendie, d'inondation, de guerre, de crise politique, géopolitique. On a parlé de pandémie beaucoup pendant une période. En fait, on est à un autre niveau par rapport à une technologie qui évolue. C'est vraiment le niveau d'au-dessus, je pense. Il n'est plus question de faire face à des changements, mais vraiment à des ruptures imprévisibles. Et donc là, je pense que l'adaptation au changement, c'est un peu trop limité pour les sujets sur lesquels on arrive. Donc, moi, il y a deux concepts qui m'intéressent dans ce contexte-là. C'est d'abord la résilience. La résilience, c'est la résilience collective, je préfère le préciser. La résilience collective, c'est vraiment collectivement comment on va se reconstruire après un traumatisme. Si jamais il y a une inondation, par exemple, dans une communauté, il faut tout reconstruire. Des gens qui n'ont jamais vraiment travaillé ensemble, qui ont toujours été un peu chacun de leur côté, qui ont attendu un peu que peut-être les politiques s'occupent de tout, je fais un peu des caricatures, mais ils vont se retrouver un petit peu démunis.
Si on s'entraîne dès aujourd'hui à travailler collectivement, à se regrouper, à faire des projets ensemble, à s'auto-organiser, mais en fait, en cas de rupture, en cas de traumatisme, on sera capable de reprendre ces réflexes, de se réunir, de s'auto-organiser, de réagir face aux événements et de construire ensemble. Donc c'est vraiment une question d'entraînement sur tout ce travail collectif. Donc sortir de l'individualisme, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, il faut vraiment s'y entraîner. Et puis le deuxième concept, c'est la robustesse. La robustesse, c'est un peu différent, c'est résister malgré les fluctuations. La robustesse, ça vient de la biologie et donc de l'observation du vivant. Et en fait, en biologie, on voit que le vivant, globalement, n'est pas du tout performant. Il n'est pas performant, il est robuste. Quand on veut être performant, et c'est plutôt ce qu'on a l'habitude de faire, nous, aujourd'hui, particulièrement en entreprise, on optimise un maximum pour dépenser le moins de ressources possible et avoir un maximum de résultats. Quand on fait ça dans un monde stable, ça marche très bien. Quand on commence à faire ça dans un monde où il y a des fluctuations énormes et des risques de crise, de rupture, on risque de tout perdre parce qu'on a fait des choix très, très forts pour optimiser, mais du coup, on peut vite être à côté et tout perdre. Donc, la robustesse, ça va vraiment être de se dire comment je réussis à m'assurer que, quoi qu'il arrive, je continue de fonctionner, plutôt que d'essayer d'être le plus performant possible. Si on prend un exemple, par exemple, en agriculture, la performance, c'est la monoculture. La monoculture, on a une seule semence qu'on va mettre partout, dans des champs immenses, on va pouvoir mettre des machines, on va optimiser un maximum et on va avoir des très bons rendements. Maintenant, quand on est dans un monde où il peut y avoir une année des inondations, l'année d'après, voire la saison d'après, une sécheresse, ça devient un petit peu plus difficile. Et du coup, là, on va avoir l'agroécologie, notamment, qui est plus axée sur la robustesse, qui va permettre de diversifier à la fois les plantations, mais aussi les variétés. On va peut-être pouvoir mettre des variétés qui résistent aux inondations et d'autres à la sécheresse. Et donc, on n'aura sûrement jamais le rendement qu'on avait en monoculture, mais on sait que chaque année, on aura des fruits. Il y a un autre exemple que je voudrais vous montrer sur la robustesse, qui lui est vraiment sur le développement logiciel. Si le sujet vous intéresse, je vous invite à suivre Clément Marche, qui travaille beaucoup sur ce sujet de la robustesse dans les SI. Deux concepts intéressants de la robustesse, c'est la redondance et la diversité. La redondance, la première chose à laquelle j'ai pensé, moi, quand on m'a parlé de redondance, c'est la redondance des serveurs. Quand j'ai un serveur dans un data center tout seul, a priori, c'est performant, je ne dépense pas beaucoup d'argent, et puis ça tourne. La plupart du temps, ça marche bien. Ceux qui ont mis des serveurs dans des data centers différents, éloignés, etc., ça leur coûte plus cher, donc ils sont quand même moins performants. En revanche, si jamais il y a des événements inattendus, je ne sais pas, un incendie par exemple, on va avoir le plus performant qui va tout perdre, ceux qui étaient moins performants, qui se sont diversifiés dans qui ont fait de la redondance dans différents data centers, qui vont pouvoir poursuivre leur activité. La redondance, c'est aussi sur les services. On est beaucoup dans une logique, notamment en product management, de se dire il faut simplifier, il faut optimiser, il faut en mettre le moins possible. Donc si on peut faire quelque chose via l'appli, faisons-le via l'appli, via ce chemin-là, et puis c'est tout. Et on essaie vraiment d'optimiser un maximum. En réalité, si vous travaillez sur un service qui est essentiel, il ne faut surtout pas qu'il y ait un seul moyen d'accès, parce que si c'est que sur une appli mobile, le jour où il y a des problèmes d'accès réseau, par exemple, le service s'arrête. Donc si vous êtes sur un service essentiel, ça peut devenir très gênant. Et puis, il y a le sujet de la diversité. Et donc là, la diversité dans les SI, dans l'écosystème numérique, moi, ça me fait penser aux suites tout intégrées Microsoft ou Google, par exemple. On a des entreprises qui sont 100% dépendantes de ces fournisseurs-là.
se diversifier et avoir peut-être plusieurs outils différents pour différents usages. Ça peut être une façon d'être plus robuste. Ce qui est intéressant aussi dans la robustesse, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que ça nous force vraiment à questionner l'utilité de notre produit. Est-ce que vraiment mon logiciel, en fait, s'il s'arrête, bon, il ne se passe pas grand-chose, du coup, ça ne sert à rien de le rendre robuste, hein, restons performants. Par contre, si on est sur des services essentiels, là, c'est hyper important de penser à la robustesse. Et donc, je vous propose, plutôt que d'adaptation au changement, de parler de préparer la résilience collective et la robustesse. Alors pour ça, de quoi on a besoin? On a besoin de personnes qui vont faciliter des initiatives collectives, qui vont favoriser l'auto-organisation, l'intelligence collective, qui vont comprendre un peu la systémique. Et pour ça, dans l'agilité, on a des Scrum Masters, des coachs agiles qui font ça très bien. On va avoir besoin de personnes qui réussissent à réunir différentes parties prenantes, qui viennent peut-être d'horizons différents, de les aligner, de les fédérer vers un but commun. Normalement, on a des product owners, des product managers qui ne sont pas trop mauvais là-dedans. Et puis, surtout, on a besoin d'expérimenter et d'apprendre. On a besoin de personnes qui soient capables de proposer des solutions, d'essayer, d'apprendre de leurs expérimentations et de s'adapter. De ne pas attendre la solution parfaite pour se lancer, mais de savoir vraiment prendre la première idée, la tester, l'expérimenter. Et ça, c'est les équipiers des équipes agiles, les développeurs, qui savent faire ça, qui le font au quotidien. Donc finalement, je pense qu'on n'a pas besoin de réinventer la roue. Il faut juste prendre les pratiques agiles et les diffuser, les utiliser sur le territoire, dans des associations, dans des collectifs citoyens, partout où vous allez. Vous avez le droit d'enlever les termes agiles que personne ne comprendra, mais ce sera encore mieux parce que vous mettrez vraiment du sens derrière ces différentes pratiques. Et je pense que ça apportera énormément à tout type de communauté qui n'a rien à voir potentiellement avec la tech. Maintenant qu'on a fait le tour des 4 valeurs, je vous propose de réécrire un petit peu le manifeste. Et donc pour moi, une société agile, ce serait une société qui considère chaque homme et chaque femme, où qu'il soit. Une société qui préserve le bien commun avant tout intérêt individuel. Une société qui coopère avec son environnement en incluant les humains et la nature. Une société qui prépare la résilience et la robustesse face à l'imprévisible. Donc, si vous croyez dans les valeurs de l'agilité, j'espère que cette société-là, elle vous donne envie, qu'elle vous fait rêver. En tout cas, moi, oui. Et surtout, ce que je veux vous dire, c'est que si ça vous fait envie, en fait, vous pouvez déjà le faire. N'attendez pas d'être parfait. N'attendez pas d'être exemplaire pour pouvoir faire des choses. Où que vous soyez dans votre vie, dans votre réflexion, quelles que soient les ressources que vous avez aujourd'hui en vous, il y a un premier pas que vous pouvez faire. Il peut être tout petit, il peut être très grand, mais vous pouvez faire un premier pas. Donc vraiment, allez-y. Si vous voulez rester dans des grands groupes, par exemple, pour les changer de l'intérieur, investissez-vous dans les communautés RSE dont on a parlé, numérique responsable. Si au contraire, vous voulez quitter ces structures-là pour créer quelque chose qui vous corresponde mieux, cherchez ce qui existe et puis si ça n'existe pas, créez-le. Si vous pensez que tout ça, de toute façon, ça passe par la politique, investissez-vous en politique. Faites tout ce que vous voulez, en fait, sauf rien. Il faut absolument agir. Merci à tous.